C'est une petite surprise politique en ce début d'année 2023. L'élection du député des Français de l'étranger dans la 9e circonscription a été annulée par le Conseil constitutionnel français en raison d'un problème de vote électronique lors de l'élection en juin dernier. Karim Bencher, député de la NUPES, de la gauche, a donc accepté cette décision. Une nouvelle élection aura bientôt lieu. Question, l'ancien député français d'origine marocaine, Mjid El Guerrab, sera-t-il candidat à cette élection? Et quel est son regard aujourd'hui sur l'actualité politique, diplomatique entre le Maroc et la France? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous regardez et écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 1er février, je reçois Mjid El Guerrab. Bonjour. Bonjour, monsieur Benoît. Ancien député des Français de l'étranger pour la 9e circonscription. Vous l'avez eu, la une de Tel Quel de cette semaine, Maroc-UE, le vote qui fâche. Qu'est-ce qui s'est passé, Mjid El Guerrab? Beaucoup de eurodéputés français de la majorité présidentielle ont voté en faveur de cette résolution qui est critique sur les droits de l'homme et la liberté de la presse au Maroc. Incompréhensible, totalement décalé par rapport à la réalité de ce qu'est le Maroc, de ses institutions, de son fonctionnement. Honnêtement, j'engage nos amis députés européens à venir voir de leurs propres yeux le développement du Maroc, les avancées qui ont été faites et la manière dont fonctionne la démocratie dans ce pays. En tout cas, résolution qui n'est pas contraignante, on le rappelle, c'est le Parlement européen. Il n'empêche, c'est quand même un signal, c'est une première depuis 25 ans. La France, donc, mis au banc des accusés. On a entendu plusieurs parlementaires marocains qui se sont réunis le 23 janvier au Parlement ici à Rabat pour pouvoir dénoncer cette résolution. France-Maroc, on avait l'impression, Mjid El Guerrab, que la crise était passée. Et là, on a cette résolution. En parallèle, on a la réception du général algérien Chengria qui s'est rendu à Paris rencontrer son homologue, le ministre français de la Défense. Que se passe-t-il? On a encore une succession de mauvais épisodes. Je crois pas que ce soit lié. Les relations bilatérales entre deux pays sont pas contingentées par ce genre de résolution. Non, je crois pas qu'il y ait, là, c'est juste une succession d'événements, mais c'est vrai que je le vois, les institutionnels marocains que je rencontre se posent vraiment des questions sur une sorte de remise en question de la relation France-Maroc. Et moi, je pense qu'il faut apaiser tout ça. Il faut apaiser. Et on attendait une visite d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, elle n'a toujours pas encore eu lieu. Vous pensez qu'elle aura lieu d'ici la fin du premier trimestre? Elle aura assurément lieu, j'en suis convaincu. Le sujet des visas qui était un peu le sujet qui était le plus fâcheux entre la France et le Maroc. Et vous savez que quand j'étais député, je suis intervenu à plusieurs reprises sur le sujet. J'ai interpellé le ministre de l'Intérieur. Vous avez vu que TLS a été pointé du doigt par la Commission nationale de protection des données personnelles ici au Maroc et que l'ambassade d'Italie a décidé de changer de prestataire. Est-ce que vous appelez à ce que la France fasse de même, en tout cas ici au Maroc, ou en tout cas étudie la question? Non, mais il y a un vrai sujet avec les prestataires extérieurs. Moi, j'ai fait un rapport sur les visas, donc je connais bien la question. Et techniquement, et effectivement, si on est prestataire extérieur pour un État, on reçoit les demandes de visa qu'on doit enregistrer et transmettre. Il faut pas qu'il y ait de dérogation à l'état de droit du pays dans lequel on est. Et si il y a dérogation à l'état de droit ou s'il y a eu des choses qui ne respectent pas le droit du pays, effectivement, c'est condamnable. Donc, moi, j'engage bien évidemment les institutions marocaines à regarder de près la question. Et la France devrait regarder également? Mais honnêtement, je le dis, et c'est pas pour défendre TLS, parce que, sans TLS, sans les prestataires extérieurs, parce qu'il n'y a pas que TLS, il y a plusieurs prestataires extérieurs de ce type de choses. Sans ces prestataires extérieurs, honnêtement, on aurait ce qu'on retrouvait comme situation devant les consulats à l'époque, où on avait des files d'attente devant les consulats avec des pierres numérotées par les gens ou des gens qui attendent pour d'autres, etc. Franchement, c'était, j'ai envie de dire, c'était vraiment la pire des situations. Et là, aujourd'hui, on a quelque chose de plus fluide, normalement, sur Internet, mais les gens n'arrivent même pas à avoir de rendez-vous. Donc là, il y a un vrai problème, à mon avis, technique, parce que les consulats aujourd'hui sont outillés pour accueillir le maximum de demandes. Et je l'ai vu au consulat de Casablanca. Parfois, c'est très long. C'est très long. Mais parfois. Le problème, c'est que il y a un engorgement qui fait que... Donc, il faut trouver des solutions. Je crois que c'est technique.
et que dans les jours qui viennent, j'en suis convaincu, on va trouver des solutions. Il vous plaît le nouvel ambassadeur français au Maroc? Oui, je connais bien et enfin bien, je l'ai rencontré à maintes reprises dans Profil ma business. fonction. Voilà, moi je pense qu'il a un profil qui va correspondre à ce qu'on attend vraiment là de la nouvelle relation avec le Maroc. Et je pense que ce qu'on attend de notre ambassadeur, et là je parle en tant que citoyen français du Maroc, ce qu'on attend de notre ambassadeur, c'est de remettre vraiment du liant, de remettre de la force dans cette relation entre la France et le Maroc. Et je pense que les premiers pas qu'il a fait là sont scrutés par chacune et chacun avec beaucoup de... Voilà, tout le monde a l'air plutôt satisfait. Alors, Mgid El Gharab vous reçoit également aujourd'hui puisque il y a eu une sacrée surprise dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, l'annulation de l'élection de Karim Bencher de la NUPES en juin 2022, annulation par le Conseil constitutionnel, donc il y a quelques jours, pour une erreur technique du vote en ligne. Ma question est simple, est-ce que vous serez candidat aux élections qui arrivent dans cette circonscription ? Alors, je vais tout vous dire. En une semaine et demie, je crois. Une semaine et demie, j'ai eu cette question des centaines de fois et des gens de partout, toute la circonscription, du Libéria, de la Sierra Leone, de Bobo Dioulasso. Pense à mes amis de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, du Mali, du Maroc, de l'Algérie, de partout. J'ai été, où j'ai sillonné la circonscription, on m'appelle pour me demander effectivement si je vais être candidat. Mais moi, quand même, par politesse républicaine, je ne peux pas me déclarer candidat à une élection qui n'a même pas encore été convoquée. Et donc, on attend le décret de la première ministre et du ministre de l'Intérieur qui doivent convoquer des élections. Quand les élections seront convoquées, bien évidemment, je prendrai ma décision. Mais alors, je reformule, est-ce que vous souhaitez voilà. Alors, ça, c'est différent. Est-ce que je souhaite être candidat ? Je réfléchis de manière, disons, vigoureuse et assez convaincu que une candidature comme la mienne, avec les 5 années de travail qu'on a réalisé sur le terrain, avec les 5 années de contact, plus de 200 déplacements, avec des milliers de personnes rencontrées partout et dont je connais les problématiques, et à chaque fois des problématiques différentes qu'il fallait porter au Parlement. J'ai posé 35 questions d'actualité au gouvernement, on a fait 7000 amendements, j'ai fait passer des centaines d'amendements. Donc, il faut un député utile, je pense. Il faut un député qui fasse avancer les dossiers, qui fasse avancer les choses et qui règle les problèmes de nos concitoyens. Dans la période de blocage, j'étais avec les Français, ici, bloqué au Maroc avec eux. J'aurais pu monter dans un avion et partir. Non, je suis resté là parce que je voulais justement aider à faire embarquer le maximum de personnes qui étaient bloquées. Donc voilà, moi je suis un ancien député de la circonscription, un citoyen de la circonscription. Donc effectivement, l'envie, oui, il y a l'envie. Maintenant, il faut réfléchir, il faut voir exactement comment, dans quelle configuration. Le contexte étant complètement différent. En juin dernier, je ne me suis pas représenté pour plein de raisons qui me sont personnelles, mais honnêtement... il y avait aussi un verdict du tribunal de première instance en France qui n'était pas en votre faveur. Exactement, il y a eu beaucoup de choses. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et surtout, on a essayé de régler le maximum les choses et je l'ai fait. Je crois que j'ai assumé. Alors, juste pour préciser pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, donc en mai dernier, vous avez été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, 2 ans avec sursis et 2 ans de peine d'inéligibilité en première instance. Vous avez fait appel et il y a eu un accord transactionnel qui a été fait donc avec Boris Faure, qui est donc la victime de cette affaire, l'affaire dite du casque, qui est désormais très connue. Pour vous et pour lui, c'est clair aujourd'hui, vous avez clairement tourné la page. On veut tourner la page, en tout cas. D'ailleurs, il retire ses avocats pour la plainte. Oui, on a eu un accord de confidentialité. Je pourrais pas en dire plus. Mais lui, il le dit dans sa note. Sur... Très bien. Moi, j'ai un accord de confidentialité avec Boris, qui est un ami que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai partagé beaucoup de combats contre l'antiracisme. Et je le redis, Boris a les valeurs de l'antiracisme chevillées au corps, et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié, et avec lequel, bon, voilà, en opposition politique, ça s'est transformé en altercation, peu importe.
Aujourd'hui, on veut, lui et moi, tourner la page. Je crois qu'on est arrivé à un accord pour tourner cette page. Donc voilà, donc maintenant, c'est une affaire judiciaire qui va suivre son cours. On a mis 5 ans, je crois, pour avoir première instance. On verra. Mais à titre personnel, je pense que le fait d'avoir présenté mes excuses auprès de lui, même si mais vous l'avez fait publiquement également. Et je l'ai fait publiquement. Le fait d'avoir aussi reconnu et d'assumer ma responsabilité, je pense que ça a permis aussi de passer à autre chose. Et honnêtement, bon, maintenant le contexte est quand même différent. On est sur autre chose. Et puis moi, je me sens libéré. Honnêtement, même psychologiquement, le contexte à l'été dernier était pas bon. Donc il n'exclut pas de se présenter dans la circonscription. Vous allez le retrouver? Je sais pas honnêtement. Vous savez, il y a beaucoup de candidats. Des candidats fictifs, qui sont déjà présentés. Supplétatifs. Beaucoup de candidats. Il y a peu de candidats qui ont fait plus de 20%. Il y en a eu 2. Fait plus de 20%. Donc voilà, bon, mais comment dire, mais tout le monde est légitime à se présenter à une élection législative. Alors, je voudrais qu'on termine peut-être par la réforme des retraites, mais juste avant, si vous êtes candidat, quelles seront vos 3 priorités? Est-ce que déjà vous avez en tête des priorités à nous confier? D'abord, la priorité, c'est d'être utile, c'est-à-dire de pouvoir faire avancer les choses. Et là, vous avez bien vu, on est sur le débat sur les retraites, peut-être qu'on en parlera après, mais il faut porter des éléments qui puissent faire changer la vie de nos concitoyens. On a 700 retraités français ici, rien qu'à Casablanca, par exemple. Il y a une maison de retraite à Rabat, avec beaucoup de retraités. Agadir, où je vais me rendre là dans les heures qui viennent, beaucoup de retraités qu'il faut écouter. Moi, vous savez, j'allais me présenter avec une candidature avec les S, j'allais dire les 5 S, c'est-à-dire les sujets qui préoccupent nos concitoyens, c'est la scolarité, la santé, la sécurité, la solidarité nationale, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir ce sentiment d'appartenance à la nation française. Et puis, en dernier lieu, le service public consulaire. Parce que aujourd'hui, s'il y a bien un sujet qui exaspère nos concitoyens des Français de l'étranger, c'est que justement, nos diplomates, nos services publics consulaires, les consulats ne sont pas les maisons du peuple qu'on attend d'eux. Et on a souvent le sentiment que c'est des bunkers qui sont renfermés sur eux pour des raisons de sécurité plus ouverts et puis surtout qui permettent un vrai service public consulaire au chevet de nos concitoyens. La réforme des retraites, pour terminer, est-ce que vous la trouvez juste ou injuste, cette réforme proposée par Emmanuel Macron? C'est la question à 1 million d'euros. Oui, la réforme. Moi, je veux faire 2 choses. La philosophie générale, bien évidemment. Il faut réformer nos retraites. Il faut qu'on protège et qu'on sauvegarde notre système pour les 50 années à venir, pour même le siècle à venir, qui est un système juste, voilà, qui permet que les cotisants d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui et d'éviter une capitalisation, etc. Donc, et que ce soit individualisé. Donc, il y a quelque chose de collectif qui date de la CNR, donc du Conseil national de la Révolution. Donc c'est quelque chose auquel les Françaises et les Français sont très attachés. Cette protection sociale, ce que je disais, la solidarité nationale, c'est fondamental. Et aujourd'hui, c'est vrai que il manque des pierres dans leur projet de loi. Donc moi, en l'état, je vous le dis honnêtement, en l'état, je ne le voterai que si j'étais député, que si j'avais des amendements pour les Françaises et Français de l'étranger, notamment pour ceux et ceux qui ne sont pas des exilés fiscaux, mais qui sont au contraire des exilés sociaux, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre en France, souvent qui sont à l'étranger pour pouvoir vivre dignement. Et c'est des exilés sociaux, beaucoup. Et c'est des petits retraités, souvent, qui ont des petites retraites. Et j'en sais quelque chose. Dans ma famille, il y en a beaucoup. J'en connais beaucoup. J'étais à Mohammedia ce week-end, où j'ai rencontré une dame qui me disait qu'elle avait 60 € pour vivre. 60 € de retraite. De retraite. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre dignement avec 60 €, même quand on est à l'étranger? Et donc, il fait des petits boulots. À un certain âge, elle fait des petits boulots pour vivoter, etc. Mais est-ce que c'était bon le moment, cette réforme des retraites? Donc, on entend bien que vous souhaiteriez apporter des amendements. Oui, pour les si Français. Si aujourd'hui vous étiez à l'hémicycle, vous apporteriez des amendements. Oui. Pour les Français de l'étranger. Et il passerait. Sur la pénibilité également? Évidemment, le gros sujet, et ça c'est intime. Mon papa était bûcheron.
Vous imaginez bien la pénibilité du travail de bûcheron à porter du bois toute la journée. J'ai dans ma famille des personnes qui sont femmes de ménage, pour pas vous dire honnêtement, ma sœur, femme de ménage, qui à un certain âge ne peuvent plus se servir de leurs mains, ne peuvent plus se mouvoir comme elle le faisait avant. Donc pas assez social ce texte. Il faut l'améliorer. À mon avis, les deux axes, c'est Français de l'étranger et pénibilité. Je pense que si dans l'État, je ne l'aurais pas voté, mais s'il y avait ces améliorations-là sur la pénibilité, sur les femmes aussi, la question des femmes, les femmes qui sont à la retraite aujourd'hui, et elles partent avec un désavantage puisqu'elles ont pour beaucoup eu des enfants. Donc il faut un moment, non pas bonifier les moments de maternité, puisqu'on a besoin d'avoir des enfants pour l'humanité, pour nous, pour le système de retraite en question même. On a besoin d'avoir plus d'enfants. Donc, c'est juste une question de bon sens. Et donc, comme je l'ai fait pendant 5 ans, quand il fallait voter contre, j'ai voté contre. Mais quand le gouvernement proposait des choses positives, je les ai votées. Merci beaucoup, J.D. Garme. Merci.